Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment content de vous retrouver, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas enregistré de nouvelles vidéos. Tout d'abord je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et c'est vrai que ça me fait beaucoup plaisir et j'espère que toutes ces vidéos vous aident. Donc nous sommes partis pour une nouvelle vidéo donc, qui concerne les leçons avec Célie, on verra des trucs pas cons et aujourd'hui le thème ce sera l'appendicite aigu. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien c'est une pathologie qui est fréquente, on va le voir, très fréquente, et qui a fait le lit de nouvelles recommandations, en tout cas une revue de la littérature en décembre 2021, et donc c'est le moment d'en parler en 2022, avant qu'il ne soit trop tard, comme dirait l'autre. Alors j'espère que vous êtes bien installés, on est parti, moi j'ai mon café, c'est parti pour les généralités. Alors, concernant les généralités, je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui est fréquente, qui survient plutôt chez l'homme jeune, qui peut survenir tardivement aussi, mais par contre, les enfants sont moins fréquemment touchés, ou en tout cas les enfants de moins de 9 ans sont fréquemment moins touchés. Il faudra donc évoquer d'autres diagnostics. L'appendicite, c'est donc une inflammation de l'appendice, comme son nom l'indique, et c'est la première cause de chirurgie abdominale en urgence. Et c'est un diagnostic qui, malgré une physiopathologie peu complexe, est relativement difficile à faire, même si on y pense. Il faut parfois investiguer et faire appel aux bons examens lors d'une présentation parfois un peu atypique. En haut à droite, vous voyez qu'effectivement il y a deux choses, comme d'habitude, pour vous le rappeler, parce que c'est le rappel qui fait la mémoire. Pensez au bêta-HCG et à la bandelette urinaire, impératif. Alors voyons un petit peu de physiopathologie. Ce schéma est issu de la revue de littérature, de cet article. Alors l'appendicite, qui est donc une inflammation de l'appendice, peut provenir en tout cas d'une obstruction de la lumière de cet appendice, avec en règle générale, chez les personnes âgées, on en retrouve même 4% chez des patients asymptomatiques qui se présentent pour autre chose, ils ont un scanner, et bien on retrouve 4% de stercolite, c'est ce petit caillot qui, vous voyez, se calcule, cette petite masse, cette petite boule qui est schématisée sur le premier schéma, qui vient obstruer la lumière de l'appendice. Donc 4% des scanners, pour une autre symptomatologie, retrouvent ce stercolite, donc parfois asymptomatique, mais quand même présent chez 40% des patients symptomatiques et surtout chez les patients âgés. Chez les patients jeunes, on va plutôt retrouver une hyperplasie lymphoïde, donc en fait une réaction lymphocytaire, en lien avec une infection abdominale autre. La deuxième image, donc celle qui est située au milieu, vous voyez qu'en fait l'obstruction va donc générer une augmentation de pression dans l'appendice, puisqu'en fait tout le liquide va commencer à se concentrer et va s'accroître et commence à augmenter les pressions luminales de l'appendice, créant ainsi une inflammation locale et même une ischémie en lien avec des thromboses de la partie muqueuse et de la sous-muqueuse. Et donc, il faut avoir en tête cette physiopathologie, puisqu'en fait, en cas d'ischémie, les antibiotiques ne seront pas efficaces. Et les douleurs peuvent être expliquées en partie grâce à cela, avec l'augmentation de pression et avec le tableau d'ischémie. Enfin, vous voyez le tableau, l'image, le tableau numéro 3, là, à droite de l'image, rupture de la partie nécrotique, et avec cela, une libération des bactéries et collection possible, mais une des complications reste la péritonite. Donc il peut y avoir un abcès, quelque chose de bien collecté, il peut y avoir d'autres choses comme un phlegmo, où à ce moment-là, ça va aussi être collecté, mais par une autre, ce ne sera pas une membrane, contrairement à l'abcès, et il peut y avoir aussi une péritonite. Donc comme je vous le disais, très très important à avoir en tête, en présence d'ischémie, l'antibiothérapie ne peut pas résoudre le problème,
puisqu'il y a autre chose qu'une infection. Ensuite, il peut y avoir une irritation nerveuse, donc au niveau de T8 et T10, ce qui peut expliquer des localisations un petit peu bâtardes de la douleur, donc qui seront plutôt péri-ombilicales. En plus de cela, je ne l'ai pas rappelé, mais l'anatomie de l'appendice peut varier chez les individus en longueur, mais aussi en localisation, ce qui explique les différentes formes et les différentes présentations abdominales des patients. Maintenant, voyons la clinique et la biologie, puisqu'en fait le diagnostic d'appendicite va se faire en 3 points. Donc tout d'abord, l'histoire de la maladie, antécédent clinique, premier point. Deuxième point, la biologie. Et troisième point, ce sera l'imagerie. Donc tout d'abord, le premier et deuxième point, je vous ai mis les sensibilités et spécificités par ordre pour chaque symptôme ou pour chaque signe clinique. Vous voyez, la fièvre, c'est peu sensible et peu spécifique. Des fois, il n'y a pas de fièvre. La douleur en fosse iliaque droite, alors oui, c'est ce qui est décrit, mais pas toujours. Les nausées, oui, effectivement, mais c'est peu spécifique. En revanche, les vomissements avant la douleur sont très intéressants à demander aux patients. Donc il y a d'abord un tableau digestif, un peu de gastroentérite, puis vient la douleur abdominale. L'anorexie, donc les troubles digestifs encore, bon, rien d'incroyable. La notion de douleur migratrice, où il faudra évoquer aussi la colique néphrétique. Dans ces cas-là, on a une spécificité intéressante, 70%. Et sur le plan clinique, je voulais vous parler bien sûr de l'examen clinique en lui-même. Alors, vous connaissez la palpation, le fait de relâcher. Eh bien, on va voir ça un petit peu en détail. Alors, deux signes qui portent des noms. Le signe de McBurney, le plus connu, qui se situe au niveau, c'est le point du tiers externe entre la ligne qui relie la crête iliaque, vous voyez sur le schéma, et le nombril. Et cette ligne, quand vous appuyez, enfin ce point, quand vous appuyez dessus, il est entre guillemets pathognomonique, mais en tout cas très sensible pour une appendicite. Il n'est pas pathognomonique en réalité, on le décrit comme ça dans les livres, mais il n'est pas pathognomonique. Donc ce signe de McBurney, pour le retenir, 3 syllabes, McBurney, eh bien il signe en fait une douleur, une irritation de l'appendice ou d'autres organes en regard. Et c'est au niveau du tiers externe, donc 3 syllabes, je vous l'ai dit, pour le découpage en 3 parties de cette ligne, donc McBurney, et le est pour extérieur. Donc c'est le point qui est au niveau, c'est le tiers externe de la ligne de la crête iliaque et de l'ombilic. Pour le Rovsing, en fait, ça concerne la partie à gauche, le Rovsing, la partie à gauche. Les deux, je vous le rappelle, sont donc la douleur, la sensibilité à la palpation. Juste à la palpation. C'est pas au relâchement, c'est quand on appuie dessus que ça fait mal. Ensuite, il y a des mouvements qui peuvent déclencher la douleur. Alors, c'est les mouvements d'extension du psoas, d'extension et pas de flexion. Donc, il faut en gros le plier un petit peu en deux, le patient. Il monte pas les genoux, au contraire, il vient comme s'il avait un peu les fesses surélevées, il vient étendre sa jambe, ça plaque l'éventuel sepsis, abcès, inflammation locale de l'appendice contre les parois musculaires et ça va créer la douleur. Il y a aussi des mouvements de rotation, ces examens sont rarement faits. On peut aussi noter le signe du psoïtis. Alors quand on peut faire jouer entre guillemets les enfants au cloche-patte, cloche-pied, ça peut déclencher la douleur. Effectivement, c'est des signes de mouvement qui sont intéressants à réaliser. Ensuite, et enfin, les mouvements les sensibilités, ces signes qui vont montrer une sensibilité, une irritation pyramidale au moment du relâchement de la paroi. Donc il y en a 3 qu'on peut classer dans cette partie-là. Il y a la défense. Alors la défense, c'est quand on appuie, il y a une contraction. Donc on appuie sur le ventre et à ce moment-là, il y a une contraction des muscles de la paroi abdominale. Ça, c'est la défense. On vient attaquer la paroi, elle se défend. La contracture, c'est autre chose, c'est directement contracté, on ne peut même pas appuyer, c'est vraiment le patient est relâché, mais contraction de la paroi abdominale. Et le Blumberg, alors là, le Blumberg, en fait, c'est au relâchement de la paroi. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des signes qu'on va retrouver
enfin, il faut qu'il y ait une réaction de la paroi. Ça signe un peu plus l'irritation pyramidale, on va dire. L'irritation péritonéale, pardon. Autre chose, hein. Donc la défense, quand on appuie dessus, on attaque, l'abdomen se contracte, c'est la défense. La contracture, on ne peut pas attaquer, puisque l'abdomen est directement contracté. Et le Blumberg, en fait, c'est au relâchement de la paroi abdominale. Ça va créer la douleur. À noter qu'on peut faire aussi la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on vient appuyer faux iliaque gauche, on relâche, ça crée la douleur. Encore une fois, bêta HCG et BU. Et pour le bilan biologique, rien de bien franc, à l'hyperleucocytose à plus de 10 000, bon, c'est pas ultra sensible ni spécifique. La CRP à plus de 10 en pédiatrie, ça peut être intéressant. Maintenant, voyons les diagnostics. Enfin, le diagnostic et le détail du diagnostic, ainsi que les diagnostics différentiels. Donc, pensez à ce moment-là impérativement à faire bêta-HCG et bandelette urinaire. Sachant qu'à la bandelette urinaire, eh bien, on peut retrouver une leucocyturie aseptique qui est en lien avec l'infection locale. Donc le diagnostic détaillé, il faudra rechercher impérativement les signes de complications qui seront les signes de perforation en fait, qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut étayer grâce à l'imagerie. Alors, il faudra rechercher les abcès qui seront un peu plus graves, qu'il faudra drainer, les péritonites aussi. Le phlegmon qui n'est pas une indication chirurgicale. Et on peut aussi être amené à faire l'imagerie, même après 24 heures, ça peut être intéressant. Enfin, les diagnostics différentiels, vous voyez la petite image qui permet de vous aider à retenir, c'est principalement les diagnostics qui passent un peu à côté et malheureusement pour lesquels on doit agir vite. Donc c'est tout ce qui va concerner la sphère gynécologique. Les autres infections, pensez au niveau de l'irradiation aux coliques néphrétiques, même si c'est moins dangereux, et ne pas méconnaître aussi d'autres causes de péritonite. Enfin, les infections et inflammations type tuberculose et Crohn peuvent être véritablement des très gros diagnostics différentiels, dans le sens où il peut y avoir une infection locale, enfin une atteinte locale pardon, du Crohn au niveau de l'appendice. Ça s'est déjà vu, je l'ai déjà vu. Et une cause tuberculaire, c'est bon, c'est beaucoup plus rare, hein, une tuberculose locale, mais ce sont des choses à évoquer, d'où la nécessité de faire l'anatomopathologie par la suite, s'il y a indication chirurgicale. Un point sur l'imagerie, donc pour les imageries évoquées dans les études, il y a l'échographie bien sûr, alors c'est sensible, hein, c'est spécifique, très bien, mais, et parfois l'échographie ne visualise pas l'appendice, ce qui n'exclut pas le diagnostic, d'une part, et des fois on a l'impression que tout est normal, en réalité il y a quelque chose. Donc l'échographie, oui, c'est bien, en pédiatrie, pour la grossesse, oui, effectivement, ça limite les radiations. Pour les patients minces, jeunes, donc oui, pour les hommes jeunes, et pour les enfants, après, dès que ça va être la jeune femme, il faudra aussi se poser la question, mais parfois le scanner sera plus intéressant. Quant aux personnes âgées, véritablement, en raison des faux négatifs, c'est quasiment même pas la peine, autant aller au scanner si il y a besoin d'une imagerie. Le scanner, il est donc injecté, certes un peu plus cher, il demande un peu plus de temps, mais par contre, il est beaucoup plus performant, et il n'est pas opérateur dépendant. Donc très intéressant et il se fait bien sûr injecter. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut rechercher l'appendice, s'il est visualisé ou pas, et s'il y a des signes de complications. Alors pour la taille, je vous ai mis juste deux valeurs, le 7 mm, là où il y a discussion ou pas de l'indication chirurgicale. Ça peut se discuter à partir de 7 mm. À partir de 13, il y a véritablement indication chirurgicale, parce qu'il y a un gros risque de rupture, hein. Plus c'est dilaté, plus ça risque de se rompre, et toutes les complications locales que l'on peut voir. Concernant la prise en charge, on y reviendra juste après avec une belle diapo de fin qui est tirée de l'article. Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, avec les nouvelles études, on va moins vers la chirurgie quand il n'y a pas de signe de complications. Quand est-ce qu'on peut se permettre d'aller à la chirurgie? Eh bien, quand le patient est plutôt quand il est plutôt en forme, hein, pour la faire simple, quand il y a peu de comorbidité et qu'il y a une complication.
Le phlegmon ne s'opère pas. Donc en cas de péritonite, de sepsis important, bon, c'est plus pratique d'aller vers la chirurgie pour le sujet jeune. Par contre, on peut se permettre de traiter de manière médicale, avec des antibiotiques à spectre large, de manière empirique, les patients, quand il n'y a pas de signe de complications, à l'imagerie et clinique. Il y a quand même 60% d'efficacité, hein, si c'est non compliqué, ça permet d'éviter beaucoup de chirurgie et de limiter les hospitalisations entre guillemets inutiles. Des spectres larges, alors parfois ils vont jusqu'à l'ertapenem quand il y a des signes un peu de. Quand il y a un doute sur, entre l'indication chirurgicale et médicale, mais sinon ce sera une antibiothérapie à spectre entre guillemets digestif, donc une C3G, métronidazole pour les anaérobies, et en relais pour le péros, on peut mettre fluoroquinolone et métronidazole, ça passe tout à fait. Et en règle générale, les sujets jeunes peuvent guérir de l'appendicite. Et je vous rappelle juste la notion d'ischémie. Hein. S'il y a une ischémie, les antibiotiques ne pourront pas résoudre l'ischémie. La durée de l'antibiothérapie, 10 jours, et réévaluée à J2, mais ça c'est comme toutes les antibiothérapies. Enfin, un dernier point, il y a un risque d'échec, surtout s'il y a la présence d'un stercolite et si l'appendice fait plus de 13 mm. D'où la nécessité de regarder la taille de l'appendice à l'imagerie. Donc il y a stercolite, le diamètre de l'appendice à 13 mm et un effet de masse ou une masse importante. Bêta-HCG, BU, je vous le rappelle encore une fois pour le diagnostic. Enfin, dernière diapositive avant de vous quitter. Donc pour le diagnostic, une fois que on l'a évoqué, il faut faire les imageries, en tout cas l'imagerie nécessaire. Alors chez la femme, pensez à toutes les causes gynécologiques, c'est important. Toutes les femmes enceintes qui viennent sont enceintes jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça qu'on sauve des patients. Pour les hommes, il ne faut pas méconnaître le diagnostic non plus. Alors, est-ce qu'on soulage le patient ou pas dans ces cas-là, s'il n'y a pas trop de risque de complications, si cliniquement il peut tolérer la douleur, on peut faire une prise en charge par antibiotique, retour à domicile suivi, comme dans les diapositives précédentes. Et enfin, si on a le diagnostic d'appendicite à l'imagerie, qu'il n'y a pas de complications, comme je vous le disais, si le patient, donc patient is fit dans la colonne de gauche, pour la chirurgie, dans ces cas-là, c'est possible. On va rapidement vers la chirurgie dans ces cas-là. Toujours s'il n'y a pas ces signes de complications ou ces facteurs de risque de mauvaise évolution, donc qui sont l'appendice supérieur à 13 mm de diamètre, les stercolites, un effet de masse. Chez les patients qui sont fit, hein, comme le montre le graphique, on va rapidement vers l'appendicectomie quand même. Par contre, les patients qui sont à risque de chirurgie, avec des grosses comorbidités, là, on va quand même réfléchir avec, ou au moins temporiser peut-être l'appendicectomie avec des antibiotiques à large spectre et une bonne surveillance. Bien sûr, s'il y a des signes de complications locales ou un patient instable, là, on va à la chirurgie. Donc pour les complications, je vous le rappelle, je vous l'ai mis en rouge, là, un phlegmon, ça ne s'opère pas, c'est des antibiotiques. Voilà, donc pour dernier rappel, pour le diagnostic, bêta-HCG et bandelette urinaire impératif. On arrive donc à la fin de la vidéo, ce sera 20 minutes qui sont passées ensemble, j'espère qu'elle vous a aidé à vous faire un petit point sur la prise en charge de l'appendicite. Si tel était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu aussi, bien sûr, et la cloche des notifications. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de partager la vidéo et de prendre soin de vous et de vos patients.